Okay, before we start, I want to ask how many of us can speak French? Can you please use the Zoom reaction tool to let me know? How many of you guys can understand and speak French? Okay. I can see you guys. You have to use the reaction icon. You click on it and you can see that you can have like where we have the raise hand feature to tell if you speak okay, Aman, you don't speak. We have the English translation. So can I assume that only two persons are cannot understand English, French? You can. I think you can open your mic and respond to me if need be. Yes, I was going to say there are interpretations both ways. So even if you use English, there's a French interpreter. If you use French, there's a yeah. I'm asking because I have the feeling that we have many French speakers. J'ai l'impression que nous avons plusieurs francophones parmi nous. Yeah. So because we have many French speakers, Parce que nous avons beaucoup de francophones. Okay. So I will speak in French, and the presentation itself is in English. The material is in English. I'll speak. Donc je vais parler en français, mais la présentation tout est en anglais. Yes, the presentation is in English, and I will speak in French. I will comment in French, and if I have question in English, I will be responding in English, and if I have question in French, I'll respond in French. Donc, so for those who can't speak, who can't understand and speak French, I will advise you to switch to the English channel because I will be starting in speaking in French. Donc, je vais parler les deux langues. Ceux qui ne parlent pas français peuvent tourner vers l'anglais et pour écouter. Et ceux qui parlent aussi de l'anglais peuvent tourner. Je vais parler dans les deux langues pour que vous puissiez comprendre. Okay, I will mostly speak in French. Je vais parler plus en français. Okay, I will mostly speak in French. But I don't know if it's normal. I get the French return. Je ne sais pas si c'est normal parce que return when I'm not using the English or French channel. Je ne sais pas si j'aurai un retour si je n'utilise pas la cabine française. I figured out I know what the issue is out of it. Sorry. Joshua. Yeah, I'm here. I know what the issue is. I've solved it. Je vais régler. It's up now. You won't see that again. Sorry. Okay. Okay. So, now. No, you continue. Let's see. Okay. All right. So I was saying that because we have most of the participants that are French speakers, I will comment the presentation in French, even though the material is in English, but I will comment in French. And I will take questions. I will respond to the French questions in French and respond to the English question in English. So I invite all the English speakers to switch to the English channel so that they will be able to follow. That said, I think that I can start. Joshua, can you confirm that I can start? Yes, you can. You can start. I'm not getting the echo, so we are good now. Awesome. Okay. Alors, bonjour à tous. Et merci d'être avec nous à West Africa IGF. C'est un plaisir pour Afrinic d'être présent aujourd'hui. Et nous remercions aussi les organisateurs pour la confiance qu'ils ont à Afrinic de nous associer à chaque fois à cet événement, à ce rendez-vous important pour le développement d'Internet en Afrique. Alors aujourd'hui, je vais parler de comment revitaliser la transformation digitale en Afrique
par l'allocation des adresses IP, je vais montrer pourquoi est-ce qu'il est important pour nos pays, nos organisations de récupérer leurs ressources Internet au niveau d'Afrique pour, n'est-ce pas, booster la transformation digitale dans nos différentes économies que nous avons ici. Pour ce faire, on va utiliser cet agenda qui a été un peu modifié. On va parler d'abord des éléments Internet. Donc, je vais montrer un peu à quoi ça sert, hein, puisque nous parlons de revitaliser la transformation digitale avec l'allocation des adresses IP. Il est bien de savoir à quoi nous servent ces adresses IP. Sinon, on ne pourra pas bien comprendre. Donc, on va parler des quelques éléments d'Internet, mais surtout des ressources IP dont Afrinic a la charge. Et puis, on va parler ensuite d'Afrinic, mais j'ai remodifié un peu l'agenda, donc on parlera d'Afrinic en dernier. Mais après les éléments d'Internet, je parlerai un peu de ressources Internet, de la gestion de ces adresses-là, et comment est-ce que cela impacte la transformation digitale de nos différentes économies. Alors, nous allons tout passer directement au backbone à Internet. Alors, c'est quoi Internet? Ici, nous avons un schéma qui représente un peu Internet, qui est l'interconnexion de plusieurs réseaux. Comme par la définition que nous aimons tous d'Internet, c'est le réseau des réseaux. Donc ici, nous avons plusieurs réseaux. Nous avons un réseau, chaque point représente un réseau. Donc, vous voyez que ces points-là sont interconnectés entre eux. Donc, vous voyez, et chaque point, derrière chaque point, on a des ordinateurs, on a des téléphones, on a des universités, on a des banques, on a différents sites web. Donc, tous ces points-là sont reliés entre eux, vous voyez. Et c'est ça, c'est ces différents réseaux-là, chaque point qui représente un réseau, interconnecté aux autres points qui représentent Internet. Donc, nous avons ici la représentation Internet de manière très simple, mais c'est très important parce que dans cette représentation d'Internet, on se rend compte que, par exemple, l'Afrique qui est ici est connectée à l'Amérique du Nord. Hello, sorry for the interruption. Josh, can you kindly assign me as interpreter again? Okay. Can I proceed? Can I continue? Yes, you may. Yes, you may. Okay, okay, all right, thank you. Alors, donc je disais tantôt que ce que cette image nous montre, c'est que chaque continent est interconnecté et c'est très important. Donc, nous voyons que l'Afrique est interconnectée aux États-Unis, l'Afrique est interconnectée à l'Amérique du Sud, l'Afrique est interconnectée. Donc, vous voyez, tous les continents sont interconnectés. Donc, c'est très important de savoir que ces différents réseaux-là sont interconnectés par le moyen de mécanismes d'interconnexion comme les câbles sous-marins, la fibre optique sous-marin. On a aussi le VSAT. Donc, on a pas mal de mécanismes qui permettent d'interconnecter ces continents-là pour permettre l'échange de flux entre ces différents continents. Maintenant, nous allons essayer de voir maintenant ce qui se trouve dans un réseau. Alors, ici, nous parlons des ressources numériques Internet. Alors, l'adresse IP est utilisée, c'est une suite de caractères numériques pour sa ancienne version et une suite de caractères alphanumériques pour sa nouvelle version qui identifie chaque équipement connecté sur Internet. Chaque équipement connecté sur Internet doit avoir une adresse IP. Elle doit être IPv4 et ou IPv6. Donc, je dis et ou parce qu'aujourd'hui, avec IPv4 seulement, vous pouvez aller sur Internet. Avec IPv6 seulement, vous pouvez aussi aller sur Internet. Donc, chaque équipement, quand je dis chaque équipement, c'est vraiment tout. Donc, les téléphones portables, les réfrigérateurs, les ordinateurs, nos télévisions, nos consoles de jeux, nos caméras, tout équipement IP. Les équipements que nous avons l'habitude d'appeler IP, les équipements qui ont vocation à se connecter à Internet, doivent être identifiés par ce numéro. Donc, vous comprenez que c'est très important. Si vous n'avez pas ces adresses IP, vous ne pouvez pas aller sur Internet. Donc, c'est très important de savoir cela. Du coup, votre fournisseur d'accès à Internet doit vous donner une adresse IP pour vous connecter à Internet. Donc, c'est très important. Il n'y a pas d'adresse IP, vous ne pouvez pas aller sur Internet. Mais comme j'ai dit, on a aujourd'hui deux versions. On a la version IPv4 qui est ici, que nous connaissons tous, l'ancienne version. Et puis, on a depuis 1999, IPv6 qui est là, qui est
un numéro qui est utilisé aussi pour identifier nos différents équipements là sur Internet. Et il est très important, et nous allons voir pourquoi aujourd'hui nous parlons plus d'IPv6 et quelles sont les initiatives qu'Afrique met en place pour encourager ses membres à aller vers IPv6. Alors, ceci représente les équipements que nous connaissons. Mais au-delà des équipements, rappelez-vous que Internet, c'est quoi? C'est le réseau des réseaux. Donc, il faut que sur Internet aussi, nous trouvons un moyen d'identifier ces différents réseaux-là. Comment est-ce que j'identifie, par exemple, tout le réseau de Orange, MTN, Orange Côte d'Ivoire, MTN Nigeria? Comment j'identifie le réseau de Glo Nigeria? Comment j'identifie le réseau de l'Université de Lagos sur Internet? Comment j'identifie le réseau de l'Université d'Abuja, etc., l'Université d'Abidjan, au Ghana, au Mali, au Burkina Faso, en Guinée, les ISP, les différents ISP, Orange Burkina, Orange Mali, MTN, etc., etc. Donc, sur Internet, lorsque je vois un équipement qui est connecté, avec son adresse IP, je peux dire cet équipement-là, d'abord, est connecté depuis l'Afrique parce qu'il utilise une adresse IP qui lui a été donnée par le registre africain. Mais au-delà de ça, on peut savoir cette adresse IP-là est partie de quel réseau? Cette adresse-là est partie du réseau de Glo, du réseau de MTN Côte d'Ivoire, du réseau de Orange Côte d'Ivoire, du réseau de Canal Box, du réseau de etc., etc. Donc, il est possible de dire cela parce que chaque réseau qui est identifié parce que nous appelons un numéro de système autonome va dire derrière ce système autonome-là quelles sont les différentes adresses que ce réseau-là peut mettre à disposition d'Internet. Quelles sont les différentes adresses qui ont été utilisées dans ce réseau-là pour configurer toutes les machines, pour configurer les serveurs, pour configurer les téléphones, pour configurer les tablettes. Donc, il est très important de savoir que le numéro de système autonome identifie un réseau sur Internet. Donc, je retourne en arrière pour vous montrer l'image. Donc, ici, comme j'ai dit tantôt, donc chaque point ici est identifié par un ASN. Autonomous System Number en anglais ou en français, numéro de système autonome. De sorte que ce point qui est ici, c'est qu'il parle à ce point parce que chaque point est identifié par un SN, un numéro de système autonome. Et cet ordinateur qui est ici, lorsqu'il parle à cet ordinateur, à ce serveur qui est ici, il sait que ce serveur-là vient de l'Afrique, ce serveur aussi sait que ce serveur-là vient de l'Europe, et ce serveur-là peut dire que, attention, ce serveur-là vient de tel numéro de système autonome, il vient de tel réseau, il vient par exemple du réseau d'Orange, il vient par exemple du réseau de, je ne sais pas, un fournisseur d'accès Internet en Europe. Il peut le dire parce que toutes ces informations-là sont disponibles sur Internet. Donc, c'est bien de comprendre que les ressources numériques Internet, qui sont les adresses IP, V4 et IPv6, identifient les différents équipements que nous avons sur Internet et les numéros des systèmes autonomes identifient les réseaux sur Internet. Donc, c'est très important à savoir. Alors, les organismes qui sont en charge de gérer ces numéros, ces ressources Internet-là, sont RIPE-NCC pour l'Europe, ARIN pour l'Amérique du Nord, LACNIC pour l'Amérique du Sud, EPUNIC pour l'Asie, et puis AFRINIC pour l'Afrique et une partie de l'océan Indien. Alors, il est très important de savoir que un RIR, dont la définition c'est Regional Internet Registry, a pour mission première de gérer un registre. Il gère un registre, ça veut dire qu'on lui a confié des blocs d'adresses, on lui a confié des registres pour sa région, donc il doit gérer ce registre, maintenir ce registre, donc, et puis donner aussi des services supplémentaires, notamment accompagner l'Afrique dans le développement d'Internet, aider nos membres, nos différentes économies à déployer des technologies liées à Internet. Donc, le travail est spécifique et c'est le même pour chaque RIR dans chaque région. Assurer qu'Internet se développe dans la région qu'elle dessert. Donc, c'est très important de savoir que Afrinic gère les ressources pour l'Afrique,
pour faire en sorte que chaque pays africain, chaque membre, chaque individu qui a un ordinateur, une tablette, un téléphone, une console de jeu, un réfrigérateur, une machine à laver, un clim, qui a la possibilité d'être connecté à Internet, Afrinic doit s'assurer que cet individu qui vit en Afrique ait une adresse IP pour se connecter à Internet. C'est très important. Les adresses IP qui ont été données à la région Afrique servent à connecter les réseaux de l'Afrique aux autres réseaux, où les RIA ont aussi donné des adresses pour que les économies de ces réseaux, de ces pays-là, puissent se connecter aussi à Internet en utilisant les adresses IP de ces pays-là. Donc, c'est très important le rôle des RIA. Donc, j'ai parlé là de... je viens de parler des éléments, quelques éléments qui composent Internet. J'ai parlé des ressources numériques Internet. J'ai parlé d'adresses IPv4, adresses IPv6. J'ai dit que ces adresses-là sont utilisées pour identifier les équipements qui se connectent sur Internet. J'ai parlé aussi de numéros de système autonome. J'ai dit que les numéros de système autonome sont utilisés pour identifier tous les réseaux qui sont sur Internet. Donc, c'est la première des choses. Et pour terminer, j'ai dit que ces ressources numériques Internet-là sont maintenues, sont administrées par ce que nous appelions un registre régional Internet, RIR, dont la fonction est de gérer de manière régionale les ressources pour connecter les économies, les entreprises, les personnes de cette région à Internet. Maintenant, je vais parler de comment est-ce que ces ressources-là sont gérées et faire un peu le point de ces ressources-là aujourd'hui, à l'heure où nous parlons en Afrique, et comment est-ce que cela impacte l'évolution d'Internet et comment est-ce que cela a joué dans l'évolution d'Internet en Afrique. Alors, ici, nous voyons un graphe qui présente 3 éléments. Le premier élément, c'est le registre central. Le deuxième élément représente les RIR, les registres régionaux Internet. Et le troisième élément représente les membres des RIR. Alors, le premier élément ici représente un peu comme la banque centrale de chaque pays ou de chaque économie qui regroupe tous les fonds, tout l'argent d'un pays. Par exemple, le Nigeria a sa banque centrale. Les États qui utilisent le franc CFA ont leur banque centrale. Le Ghana a sa banque centrale. La Guinée a sa banque centrale, etc. etc. Donc, c'est ce registre-là qui se charge de gérer tous les fonds disponibles pour la région. C'est ce que nous appelons le registre central. Et aujourd'hui, cette fonction est gérée par le PTI, qui est le Post Technical Identifier, Public Technical Identifier, qui gère la fonction IANA, qui est Internet Assigned Numbers Authority, qui représente ici l'organe qui se charge d'allouer ces blocs-là aux différents RIR. Donc, le registre central, à travers la fonction IANA, donne des blocs d'adresse IPv4, donc je mettrai V4, donne des blocs V6 et donne des ASN aux différents RIR pour que chaque RIR gère ces adresses-là, pour que chaque RIR gère ces adresses-là pour sa région respective. Donc, vous ne pouvez pas être, par exemple, une entreprise dans la région d'Afrique et aller demander, par exemple, des adresses au registre de l'Europe, ou aller demander des adresses au registre de l'Amérique du Nord. Il va vous ramener vers Afrinic qui a la charge d'administrer et de gérer les ressources que IANA lui a allouées. Donc, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc, tous ces RIR reçoivent le bloc qu'ils gèrent pour leur région. Maintenant, chaque RIR va ensuite donner le bloc qu'il a reçu à ses différents membres. Donc, dans le cadre d'Afrinic, qu'est-ce que nous avons? Nous avons ce que nous appelons les LIR, que nous appelons le Local Internet Registry. Donc, c'est principalement les organisations qui font de l'argent avec leurs adresses IP. C'est-à-dire, une université, par exemple, ne fait pas de l'argent avec son adresse IP. Elle utilise ses adresses IP pour connecter ses serveurs, ses salles serveurs, ses étudiants à Internet. Par contre, un opérateur de téléphone mobile, un opérateur fournisseur d'accès Internet, lui, il vend Internet et pour vendre Internet, il a besoin d'adresse IP. Donc, ces personnes-là, ces entreprises-là que nous classifions de LIR, celles qui font de l'argent sur
l'utilisation des adresses IP. Et puis, nous avons une autre classification qu'on appelle les utilisateurs finaux ou inside. Donc, ces entreprises-là, ce sont des banques, des industries, des universités qui viennent directement, des gouvernements qui viennent prendre des adresses sur le registre régional pour déployer leur programme de e-governance, par exemple, pour le cas d'un gouvernement, déployer Internet dans son infrastructure, dans le cas d'une banque, par exemple, qui ne veut plus utiliser des techniques de partage d'adresses, etc., etc. Donc, lorsque ces entreprises-là veulent rendre leur réseau évolutif et ne veulent plus utiliser des technologies de partage d'adresses, elles viennent au niveau du registre et récupèrent les adresses. Alors, donc, il faut bien comprendre que les RIA ne s'occupent que de ce qui est numérique, donc IPv4, IPv6 et les numéros de système autonome. Donc, ici, je viens de dire que la gestion des ressources Internet se fait par le registre central qui est IANA, qui donne des blocs aux RIA, et ensuite les RIA donnent des blocs à leurs membres. Donc, c'est un peu comme ça que les adresses IPv4, IPv6 et les numéros de système autonome sont gérés dans le monde. Excuse me, I have to switch in English very quickly. You have to select, you have to click on the English channel because we have interpretation. The material is in English and I said I will comment it in French. So you have to switch to the English channel to get the translation. I hope this helps. OK, donc je reviens maintenant à la présentation. Alors, maintenant, ce tableau est très important parce qu'il nous représente un peu comment est-ce que les adresses IPv4 ont été distribuées. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les 5 RIR qui sont devant nous. Nous remarquons, par exemple, qu'en Amérique du Nord, une personne peut avoir 5 adresses IPv4. Là, nous parlons d'IPv4. Là, nous parlons d'IPv4. Nous parlons d'IPv4. Hop, je reviens. Donc, en Amérique du Nord, une personne peut avoir 5 adresses IPv4. En Asie, 2 personnes peuvent se partager une adresse. En Europe, on a autour de 5 personnes pour se partager une adresse. À l'Amérique du Sud, c'est pareil. Mais lorsque nous revenons maintenant en Afrique, nous nous rendons compte que 10 personnes se partagent une adresse IPv4. Ceci montre que la distribution des adresses IPv4 n'a pas été faite de manière équitable. Alors, cette distribution qui n'a pas été équitable n'est pas du fait, n'est pas un programme initié, n'est pas un plan des autres RIA de ne pas donner des adresses à Afrinic. C'est simplement parce que Afrinic est le dernier RIA à être créé. Vous vous rappelez, Afrinic a commencé ses opérations en 2004, mais Afrinic a été créé en 2005, on va le voir plus tard. Donc, Afrinic a reçu le plus petit nombre d'adresses IPv4 disponibles lorsque il a commencé ses opérations. Donc, c'est la raison pour laquelle Afrinic n'a pas reçu autant d'adresses que les autres RIA. Vous savez aussi qu'Internet a été créé aux États-Unis. C'était un projet de ARPANET, donc c'est normal que ceux qui ont commencé le projet, qui sont les Américains et les Européens, aient eu plus d'adresses IP. Vous vous rappelez, on a besoin de ces adresses IP pour se connecter à Internet. Donc, pour ceux qui avaient participé au projet initialement, ils ont eu la chance ou l'opportunité d'avoir suffisamment d'adresses pour commencer les opérations. Donc, ça, normalement, je parle de cette présentation lorsqu'on parle de l'histoire d'Internet. Je fais une présentation pour donner l'évolution d'Internet avec l'évolution aussi des registres Internet. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas le cas, mais je vous dis que le fait que Afrinic a eu le moins d'adresses possible n'était pas un plan. C'était simplement parce qu'on est le dernier RIA à être créé. Donc, c'est la raison pour laquelle nous avons moins d'adresses que tous les autres RIA. Alors, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, aujourd'hui, Afrinic est le dernier RIA à avoir des adresses IPv4. Donc, comme vous pouvez regarder sur le graphe ici, nous avons là le registre central. Vous vous rappelez, je vous avais parlé du registre central qui est IANA ici.
IANA a fait une communication le 3 février 2011 pour dire qu'elle n'a plus d'adresse IPv4 disponible dans son stock. Ça veut dire quoi? C'est comme si la Banque centrale du Nigeria envoyait une communication aujourd'hui au Nigeria. Il disait que nous venons de distribuer les derniers fonds qui nous restaient à toutes les banques du Nigeria. Aujourd'hui, la Banque centrale du Nigeria n'a plus d'argent. OK? Donc, c'est le même principe qui a été utilisé ici. Donc, c'est comme si la BCAO, pour les pays qui utilisent le franc CFA, a envoyé une communication pour dire que nous avons partagé les fonds qui nous restaient à chaque pays de la BCAO. Et aujourd'hui, nous n'avons plus de fonds pour alimenter un besoin futur de chacun de ces pays. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Lorsque IANA a annoncé l'épuisement de leurs ressources, le premier RIA qui a suivi dans la même année, c'était Epinic, celui de l'Asie, qui a dit aussi, attention, moi aussi je suis en rupture, il ne me reste qu'un seul bloc 8. Il me reste un seul bloc d'adresse IPv4 pour toute ma région. L'année qui a suivi, c'était le registre européen qui a fait son annonce. Ensuite, celui de l'Amérique latine. Ensuite, celui de l'Amérique du Nord. Et en 2017, on a eu Afrinic qui a fait son annonce pour dire, attention, il ne me reste qu'un seul bloc pour toute l'Afrique pour les futures années. Donc, c'est ce que nous avons appelé le Soft Landing 1. Et je vais vous expliquer quelles sont les définitions, quelles sont les implications du soft landing au niveau de chaque RIA. Alors, le soft landing au niveau de chaque RIA dit à sa communauté qu'il me reste un dernier /8. Un dernier /8. Donc, un /8, c'est environ, je vous dis un peu ce que ça fait, 10 exposants 24 adresses. Ça fait environ 16 millions d'adresses. Donc, ça nous fait environ 16 millions 800 000 environ, hein, 16 millions 800 000 adresses. OK, 16 millions 800 000 adresses environ, hein, environ. Donc, le chiffre exact, vous devez faire 2 exposants 24 pour avoir le chiffre exact. OK, ce nous fera 16 777 216 adresses. OK, donc c'est environ ça. Donc, si vous voulez le chiffre exact, si vous faites 2 exposants 24, vous trouverez 16 777 200 et quelques. Voilà, pour trouver le chiffre exact. Donc, lorsque un RIA annonce qu'il est dans son soft landing phase 1, ça veut dire qu'il commence à attribuer des adresses à partir de son dernier /8. Son dernier /8, soit 16 millions 700 000, 800 000 adresses. Voilà. OK? Donc, c'est un peu ça. 16 800 000 adresses. Maintenant que cela est su, on va maintenant se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire Afrinic, qui est notre région. Alors, lorsque le 3 avril 2017, Afrinic a annoncé à la communauté qu'il était dans le soft landing phase 1, ça voudrait dire que le préfixe le plus gros, c'est-à-dire le plus gros nombre d'adresses qu'Afrinic peut donner à ses membres, c'est un /13. Le plus petit, c'est un /22. Pour les LIR, et le plus petit, c'est un /24 pour les utilisateurs finaux. Donc, à cette époque-là, Afrinic utilisait son dernier /8 à partir duquel il donnait des adresses. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce que ce soft landing-là est né? Qui a décidé, par exemple, de ce soft landing? Pourquoi est-ce qu'on parle de soft landing? Où est-ce qu'Afrinic a récupéré ce terme soft landing? Alors, Afrinic est un registre régional Internet qui a une communauté et cette communauté-là crée des lois, crée des policies, crée des règles que Afrinic utilise pour administrer les ressources de sa région. Donc, la communauté Afrinic a dit, les individus qui sont en Afrique et ceux qui ne sont pas en Afrique, mais qui sont aussi actifs dans nos communautés, on dit, écoute, Afrinic, lorsque tu vas être en train de donner des adresses à partir de
de dernier /8, il faut que tu dises à la communauté que je suis dans le soft landing phase 1 et dans le soft landing phase 1, les adresses qui étaient données à nos membres, qui étaient allouées à nos membres sous la base de besoins vont changer et doivent respecter ces règles-là, c'est-à-dire le maximum, le plus grand préfixe, c'est un /13, et le plus petit préfixe, c'est un /22 et /24 en fonction du type de membre que vous êtes. Alors, je dis ça parce que, initialement, lorsque vous venez à Afrinic, que vous pouvez justifier à Afrinic que vous avez besoin d'un /11, que vous avez besoin d'un /10, si vous le prouvez, Afrinic peut vous donner un /10. Mais lorsque nous étions dans le soft landing phase 1, même si vous prouvez que vous êtes un nouvel opérateur de téléphonie mobile, vous faites de la 5G, vous avez besoin d'adresse IP, vous avez besoin de /10, Afrinic ne peut pas vous donner un /10. Afrinic ne peut que vous donner un /13. Voilà les implications du soft landing phase 1. Mais alors, pendant que nous étions en train d'annoncer le soft landing phase 1, les autres RIR avaient commencé à annoncer qu'ils n'avaient même plus d'adresse IP dans le bloc. Donc, c'est très important qu'en 2017 que nous annoncions, il y avait toutes RIR déjà qui n'avaient plus d'adresse IP. Ensuite, nous avons ce que nous appelons le soft landing phase 2. Donc, la communauté d'Afrinic aussi a dit, hey, écoute Afrinic, lorsque tu seras dans ton dernier /11, on était parti de /8, OK? On est maintenant à /11. Donc, un /11, c'est environ 2 exposants 21 adresses. Environ 2 exposants 21 adresses IPv4. Donc, ça nous fait, si vous faites les calculs, environ 2 millions d'adresses. Environ 2 millions d'adresses. 2 exposants 21. Environ 2 millions d'adresses. Alors, on a dit à Afrinic que lorsqu'il ne te restera plus que 2 millions d'adresses, il faut que tu changes encore la manière de donner des adresses. Et cette policy-là, cette règle-là, on l'appelle soft landing phase 2. Atterrissage en douceur. Donc, on veut s'assurer que Afrinic puisse ses adresses, mais que ça change. Donc, que ce soit doucement, de sorte que toutes les futures économies qui viennent en Afrique puissent en avoir. Alors, ce qui est important de savoir ici, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'Internet, le taux de pénétration d'Internet autour de 21, autour de 31-35%. Donc, si on passe à 40-45%, vous allez voir qu'automatiquement, on ne pourra plus avoir d'adresse IPv4. Donc, avec ce faible taux de pénétration, on est déjà en train d'épuiser toutes nos adresses IPv4. Donc, c'est très important. Afrinic doit gérer très rigoureusement les derniers blocs d'adresse IPv4 qu'elle a encore. Alors, j'aimerais si les organisateurs le permettent que chacun essaie de répondre à cette question. Alors, je charge la question pour vous. Donc, vous devez la voir maintenant devant vous. Je vous donne quelques minutes. Donc, vous devez un peu répondre à la question. Donc, c'est de savoir combien d'équipements connectés vous avez à la maison. Est-ce que vous, avec vos parents, est-ce que vous avez qu'un seul équipement connecté? Est-ce que vous avez 2? Est-ce que vous avez 3? Alors, je vois que nous avons commencé à voter. Les votes continuent. On vous donne quelques minutes pour les votes encore. Donc, on regarde. On a quelques votes encore. Alors, je vois qu'on a des personnes qui ont entre 1 et 5 à la maison. On a d'autres qui ont entre 6 et 10. Excusez-moi. OK. OK, 63%, 38%. Alors, je donne un peu de temps encore aux autres pour réagir. OK, alors, j'arrête et puis je vous présente un peu les résultats. Alors, je vous présente les résultats. Alors, les résultats sont là. Vous voyez qu'on a 63% de l'audience de ceux qui sont avec nous ici qui sont entre 1 et 5 équipements à la maison. Et puis, nous avons 38% qui sont entre 6 et 10 équipements à la maison.
on a moins de personnes. Alors, lorsque vous avez une maisonnée de, par exemple, 4 adultes, lorsque vous avez une maison de 4 adultes, vous êtes forcément, vous vous situez forcément à ce niveau-ci. À ce niveau-ci. Pourquoi je le dis? Avec 5 adultes, vous avez au moins un téléphone et une tablette. Je sais qu'on dirait mes amis ont tendance à avoir une puce pour chaque réseau téléphonique parce que les appels sont assez moins chers entre opérateurs de téléphonie. Donc, dans un tel contexte, si vous avez 3 puces pour 3 opérateurs, ça vous fait 3 téléphones portables. Si vous n'utilisez pas des portables qui prennent plusieurs puces, vous avez 4 connexions, 3 connexions Internet. Donc, dans une maison, par exemple, de 5 adultes qui ont chacun 3 téléphones portables, ça nous fait 15, facilement 15 équipements connectés, sans compter les tablettes, sans compter les ordinateurs portables s'ils en ont, etc., etc. Donc, ici, c'est pour vous montrer comment est-ce que il est important, comment est-ce que le nombre d'adresses IP est important dans l'usage quotidien d'Internet. Donc, aujourd'hui, vous avez remarqué, par exemple, statistique nous dit que en 2018, on avait 22 milliards d'équipements connectés. 22 milliards d'équipements connectés. Alors, 22 milliards d'équipements connectés, c'est déjà plus que les adresses IPv4 disponibles pour tout le monde. Je parle du monde entier. Vous comprenez? Nous sommes en 2021 et statistica.com nous dit qu'en 2030, on sera probablement à 50 milliards d'équipements connectés. Vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes en 2020 et on vous dit qu'on a un peu plus de 27 à 30 milliards d'équipements en 2021. Mais en 2030, on sera à 50 milliards d'équipements. Donc, vous comprenez que Internet ne fait qu'évoluer. Chaque jour que Dieu fait, vous avez un équipement qui se connecte à Internet. Comment est-ce qu'on peut soutenir cette évolution d'Internet lorsque tous les RIA n'ont plus d'adresse IPv4 et lorsque seul Afrinic a des adresses IPv4? Parlons maintenant des transformations digitales. Alors, nous avons plusieurs définitions de la transformation digitale. Là, j'ai pris celle-là et j'ai essayé de souligner des points qui sont très importants dans la transformation digitale. Alors ici, cette transformation digitale met en place l'utilisation de technologies digitales. Donc, on a des technologies digitales qui sont utilisées, dont le but est de modifier le processus de nos affaires. Comment est-ce que nous menons des affaires, de sorte à pouvoir faire face aux changements qui viennent dans le monde des affaires. Donc, c'est les processus qui utilisent la transformation des équipements, tout ce qui est de technologie, pour impulser un changement dans le process, de la manière dont nous faisions nos affaires avant. Donc, on était dans un système où tout était écrit, par exemple, dans l'administration publique, on utilisait des papiers. Aujourd'hui, on veut numériser ces papiers-là. Donc, simplement, c'est comment passer de tout ce qui est manuel à ce qui est automatique. Alors, le deuxième thème qui est important dans la définition de la transformation digitale, c'est comment, avec ces équipements, avec ces outils technologiques, avec ces outils-là, on va embrasser, on va faire face aux changements qui arrivent. Et parlons de changements, on a aujourd'hui l'Internet des choses. Aujourd'hui, il y a des voitures connectées, on a des téléphones qui sont connectés, qui ont été connectés à partir d'un certain moment. On a des tablettes, on a des lunettes, on a des t-shirts, on a des chaussures. Tout est connecté aujourd'hui. Alors, nous avons vu aussi l'impact du COVID sur la manière dont nous faisons notre business, nos affaires de tous les jours. Par exemple, West Africa IGF a toujours été une réunion en présentiel. Donc, il a fallu utiliser des technologies numériques pour que West Africa IGF puisse les tenir, mais cette fois en ligne. Donc, vous voyez, on a aussi les réseaux sociaux qui ont bouleversé la manière dont nous échangeons aujourd'hui entre nous. Donc, c'est ces changements-là qui sont soutenus par tout ce qui est technologie digitale et qui sont vraiment importants. Aujourd'hui, tous les gouvernements parlent de e-governance. Comment vous faites de la e-governance lorsque vous n'êtes pas connecté? Donc, vous voyez, vous vous rappelez qu'on a dit que j'ai dit tout téléphone, vous avez un téléphone qui est ici, une tablette,
une tablette qui est ici, un ordinateur portable, serveur, etc., etc. Tous ces équipements-là qui veulent aller sur Internet ont besoin d'adresses IP. Ils ont besoin d'adresses IP. Donc, vous ne pouvez pas dire que aujourd'hui, tout mon staff travaille de la maison à cause de COVID lorsque ce staff n'est pas connecté. Vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, il faut que nos équipes, nos staffs soient présents sur les réseaux sociaux lorsqu'ils ne sont pas connectés. Un gouvernement ne peut pas dire aujourd'hui, tous nos services qu'on donnait sur papier vont être maintenant numérisés lorsqu'on n'est pas connecté. Aujourd'hui, les ambassadeurs vont à des réunions, vont à des négociations. Ils ont des équipes derrière qui font des recherches, qui font du partage. Cela n'est pas possible lorsque les ambassades et les représentations ne sont pas connectées. Et nous avons énormément encore d'activités qui ont changé à cause d'Internet. Donc, il est très important de savoir que la transformation digitale n'est rien d'autre que la numérisation ou rendre numérique tout ce qui était papier, tout ce qui était traditionnel avant, de sorte à faire face aux changements qui arrivent. Aujourd'hui, nous avons eu le COVID et c'est un très bel exemple de comment est-ce que ceux qui s'étaient apprêtés à la transformation digitale ont mieux accueilli les obstacles qu'ont créé COVID, notamment la réduction du personnel au travail, l'arrêt de tous les voyages, comment faire une réunion lorsqu'on ne peut pas aller au bureau, comment participer à West Africa IGF lorsqu'on ne peut pas prendre l'avion, etc., etc. Donc, ceux qui n'étaient pas préparés, ceux qui n'avaient pas épousé la transformation digitale, se sont retrouvés dans des difficultés lorsque le COVID a fait surface. Je vous donne l'exemple, par exemple, des écoles. Les écoles n'étaient pas prêtées. Énormément d'écoles africaines n'avaient pas de moyens de mettre leurs cours en ligne. Les cours n'étaient pas en ligne. Internet est cher en Afrique, donc ça crée beaucoup de problèmes. Il y a des étudiants qui ne pouvaient pas suivre les cours. On a des écoles qui ont dû carrément arrêter les cours. Il y a des pays comme la Côte d'Ivoire qui avaient même essayé de faire les cours à la télévision. Mais là encore, c'est un autre problème parce que tout le monde n'a pas une télé dans les campements, etc., etc. Donc, c'est pour dire que la transformation digitale est vraiment importante pour nos gouvernements, pour nos économies. Et ceci n'est possible que lorsqu'on a des adresses IP, pour connecter notre personnel, pour connecter nos serveurs, pour connecter les services de l'État, pour connecter nos ambassades, pour connecter notre vie sur les réseaux sociaux, pour connecter nos équipements, nos frigidaires, etc., etc. Donc, c'est très important de voir ce lien-là entre la transformation digitale et les adresses IP que Afrinic met à la disposition de ses membres. Donc, comme j'ai dit tantôt, nous n'avons que 4 milliards d'adresses IPv4 disponibles. Et nous, je vous ai expliqué qu'aujourd'hui, on n'en est qu'à 2 millions. Vous allez voir aujourd'hui quel est le nombre, je vais vous donner le nombre exact d'adresses IPv4 qu'on a aujourd'hui à Afrinic pour toute l'Afrique. En même temps, je vous ai parlé aussi de IPv6, qui depuis 1999 a été créé pour succéder à IPv4, qui nous présente 3,4 milliards d'adresses disponibles. Donc, en termes d'évolution d'Internet, nous ne pouvons plus compter sur IPv4. Ça, c'est un fait. Nous ne pouvons plus compter sur IPv4. Et l'Union internationale des télécoms l'a compris. Sa résolution 62 à Buenos Aires, l'Union internationale des télécoms a demandé et encouragé les économies à commencer à déployer IPv6. A commencé à déployer IPv6 et l'Union africaine aussi a fait une communication à travers ses agences concernées de trouver comment est-ce que les organismes qui travaillent dans l'Internet comme Afrinic puissent accompagner les économies africaines pour déployer IPv6 et faire en sorte que Internet en Afrique aille de l'avant et soit boosté. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, même les instances suprêmes qui nous gèrent, qui gèrent nos États, ont compris l'utilité à IPv6 de s'apprêter à avoir le maximum d'adresses IP possible pour connecter le maximum d'Africains et d'économies et d'activités qui se passent sur le continent africain. Aujourd'hui, voilà les adresses IPv4 de manière approximative qu'on a au niveau d'Afrinic en fonction des blocs que nous avons reçus. Donc, vous pouvez voir les blocs que nous avons reçus de IANA et nous avons, voilà, à partir desquels nous donnons les adresses à nos membres. Donc, vous pouvez voir qu'ici, il y a
vraiment peu. Nous sommes au rouge, comme vous pouvez voir, nous sommes pratiquement au rouge. Ici, nous n'avons plus rien. Sur le 154, on n'a plus rien. Donc, c'est un peu pour vous montrer une image de ce qui se passe. Alors, exactement à l'heure où je vous parle, il nous reste 1 769 216 adresses IPv4. Donc, nous sommes à 82,3% d'utilisation de l'espace que IANA, l'espace d'adresse IPv4 que nous avons reçu d'IANA. Ceci concerne IPv4. Ceci concerne IPv4. Donc, à l'heure où je vous parle, il ne reste que 1 million d'adresses. Alors, si par exemple, un opérateur de télécom, dans l'une de nos, aujourd'hui, dans nos pays comme la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, les opérateurs télécoms ont au moins 2 millions d'abonnés. Ont au moins 2 millions d'abonnés. Si un opérateur, un nouvel opérateur qui vient sur un marché africain, veut connecter ses clients, Afrinic ne peut pas satisfaire la demande de cet opérateur. Parce que cet opérateur va vous dire, écoutez, moi j'ai besoin de plus d'adresses, mais Afrinic va dire, nous, on ne peut que vous donner /22. Donc, vous voyez un peu le risque. Alors, maintenant, essayons de prendre la plus grande économie de l'Afrique et aussi de l'Afrique de l'Ouest, qui est le Nigeria. Alors, au Nigeria, Afrinic a 206 membres. OK? Afrinic a donné 12 213/24. Ça nous fait environ 3 126 528 adresses. 3 millions d'adresses pour 211 708 personnes. Vous comprenez qu'au Nigeria, environ 80 personnes se partagent une adresse IP pour se connecter à Internet. Et ça, c'est lorsque tous les membres d'Afrinic au Nigeria ont distribué toutes les adresses à leurs membres, à leurs clients, alors que ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, par exemple, lorsque vous allez à une conférence au Nigeria, dans une salle où il y a peut-être 200 personnes, vous vous rendez compte que lorsque ces 200 personnes-là se connectent au Wi-Fi de la salle, qui est par exemple, on va dire, West Africa IGF Conference, Hotspot, lorsqu'on se connecte là-dessus, les 200 personnes utilisent une seule adresse IPv4 pour se connecter à Internet. Donc, vous voyez que dans ces conditions, c'est difficile de bénéficier d'abord de tout l'avantage de la fluidité du trafic, du débit disponible. Donc, là aussi, on a des présentations pour parler des limitations liées à l'usage du partage d'adresses, des technologies de partage d'adresses. Donc, il y a énormément de limitations là-dessus. Mais au-delà de cela, on ne sait pas qui fait quoi dans cette salle. Nous avons 200 personnes et nous utilisons une seule adresse. Ça veut dire que lorsque je suis aux États-Unis, que je reçois une communication depuis cette salle au Nigeria, je me dis que derrière cette communication, il n'y a qu'une seule personne. Mais en réalité, il n'y a pas qu'une seule personne. Il y a 200 personnes. Lorsqu'une de ces 200 personnes, par exemple, commet un acte illicite sur Internet, moi qui suis aux États-Unis, qui me dit que non, cette adresse IP est pour une seule personne, je peux prendre sur moi de bloquer cette adresse IP-là. Lorsque je bloque cette adresse IP, croyant que j'ai bloqué une personne, il se trouve que c'est 200 personnes qui ne peuvent plus accéder à mes services. Je vous l'explique plus clairement. Disons que dans cette salle de conférence où on a 200 personnes, une personne fait une attaque, par exemple, sur le site web d'Afrinic. Alors que toutes les autres personnes connectées au site web d'Afrinic font de la recherche, essaient de comprendre ce qu'Afrinic fait, essaient de savoir plus sur Afrinic. Mais parce qu'une seule personne est en train de faire des attaques sur Afrinic, sur le site web d'Afrinic, Afrinic bloque cette adresse. Si Afrinic bloque cette adresse, qu'est-ce qui se passe? Toutes les autres personnes qui étaient en train de regarder, de comprendre ce qu'Afrinic faisait, automatiquement n'auront plus accès au site web d'Afrinic. Donc, voilà l'un des dangers liés au partage d'adresses que nous faisons. Et vous avez des adresses blacklistées et vous ne pouvez plus accéder aux services d'Afrinic. Donc, c'est très important, comme je vous montre, un pays comme le Nigeria où 80 personnes se partagent une adresse. Donc, c'est vraiment compliqué de pouvoir continuer à vivre avec un tel type d'Internet, de service Internet qu'on nous sert en Afrique. Voilà pourquoi aujourd'hui, il est temps
de déployer IPv6 parce que, comme je l'ai montré, nous n'avons plus assez d'adresses IPv4 pour couvrir les besoins futurs de nos communautés, de nos pays, de nos différentes entreprises qui naissent chaque jour en Afrique. Donc, IPv4, c'est vraiment derrière. IPv4 a rendu énormément de services. IPv4 continue des services. Et malheureusement, on n'a plus assez d'adresses IPv4 pour connecter les futurs équipements qui viendront sur Internet. Alors, pour parler d'IPv6, Afrique a commencé quand même à allouer des adresses des blocs IPv6. Donc ici, c'est un peu des statistiques. Donc, si vous allez sur le site web d'Afrique, stats.afrique.net/IPv6, vous allez avoir énormément de statistiques sur IPv6. Et puis, sur ce même site, vous avez énormément de statistiques aussi sur IPv4. Donc, pour vous montrer un peu comment est-ce que Afrique alloue, comment est-ce que les informations que j'ai récupérées du Nigeria sont les informations qui sont disponibles sur stat.afrique.net. Vous pouvez faire la même recherche pour la Côte d'Ivoire, pour le Burkina, pour le Togo, le Bénin, pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Alors, en termes d'adoption d'IPv6, nous avons cette carte-là qui nous montre un peu ce que les pays qui ont commencé à déployer IPv6. Et puis, ce qui nous intéresse, c'est notre région, l'Afrique de l'Ouest. Donc, nous regardons en Afrique de l'Ouest, voilà, les économies qui ont commencé à déployer IPv6. Donc, on a ici pas mal de pays qui ont commencé. Nous avons aussi le Nigeria. Voilà, le Nigeria. Le champion en la matière, c'est le Togo, parce qu'ils ont un opérateur de services Internet qui donne les adresses IP à leurs clients. La Côte d'Ivoire n'est pas en reste avec les gros opérateurs Orange MTN on a aussi le Sénégal qui le fait. On a pas mal de pays qui bougent en Afrique, mais la réalité, c'est que bon, on est encore loin du compte. On a vraiment un taux de déploiement assez bas. Et aujourd'hui, les économies africaines n'utilisent pas énormément IPv6. Et c'est dommage. Donc, vraiment, c'est l'une des raisons pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour parler et voir comment les économies peuvent déployer IPv6. Alors, nous avons énormément de raisons de déployer IPv6. Donc, la première est la pénétration, le taux de pénétration d'Internet en Afrique qui est bas. Donc, comme j'ai dit tantôt, aujourd'hui, il nous reste environ 1 700 000 adresses. Et comme j'ai dit, pour le Nigeria qui a 200 000 habitants, 200 millions d'habitants, 1 million d'adresses ne peut pas suffire au Nigeria. C'est impossible. La Côte d'Ivoire qui a 26 millions d'habitants, 1 million d'adresses ne peut pas suffire aux habitants de la Côte d'Ivoire, etc., etc. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une réalité qui est que les adresses IPv4 ne peuvent plus soutenir l'évolution d'Internet. En même temps, nous avons aujourd'hui des initiatives qui naissent et des pays qui sont en train de mettre en place des initiatives. Aujourd'hui, on a le e-government qui est partout. On a aujourd'hui la fibre optique qui est déployée un peu partout. Donc, ces équipements-là qui ont envie d'être connectés, qui ont besoin d'être connectés, ont besoin d'adresses IP et cela n'est plus possible avec IPv4. Alors, l'Afrique aussi est aujourd'hui un continent où énormément de choses sont à faire. Lorsque un opérateur télécom vient s'installer en Afrique, il ne va pas commencer par le réseau téléphonique commuté. Il ne va pas commencer par les téléphones fixes qu'on appelle couramment. Il va utiliser les dernières technologies en la matière, notamment la 5G ou la LTE ou la 4G. Donc aujourd'hui, c'est des technologies qui demandent beaucoup d'adresses IP, qui sont gourmandes en adresses IP. Donc, on ne peut pas déployer ces technologies en utilisant IPv4 parce qu'on n'en a pas assez, parce qu'on n'a malheureusement pas suffisamment d'adresses IPv4. Nous parlons aujourd'hui de cybercriminalité. On a des pays en Afrique qui sont passés maîtres dans l'art de commettre des actes illicites sur Internet. Lorsque, avec IPv6, chaque équipement connecté aura son adresse IP, il ne sera pas facile de savoir qui fait quoi. Dans l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, si on utilisait des adresses IPv6, ça n'allait pas être toute la salle qui allait être impactée, mais c'était uniquement cette personne-là qui a commis l'action illicite sur le site web d'Afrique qui allait être impactée. Mais aujourd'hui, là où je vous parle, c'est difficile, donc on ne peut pas identifier qui fait quoi sur Internet parce qu'énormément de personnes, énormément d'entreprises utilisent des technologies de partage d'adresses. Voilà. Alors, donc aujourd'hui, il est intéressant de savoir qui fait quoi et pour le faire, il faut qu'on utilise IPv6 parce que là, on a suffisamment d'adresses pour le faire. Alors, un autre point, c'est que l'Afrique est une consommatrice de technologies. Donc, nous créons rarement des technologies en Afrique, c'est dommage. Nous créons rarement les technologies en Afrique. Nous consommons les technologies. Et lorsque vous êtes consommateur de technologies, vous devez être à la pointe des technologies.
pour ne pas rater des opportunités d'affaires, pour ne pas rater toutes les offres qui s'offrent à vous dans ce monde. Donc aujourd'hui, par exemple, nous avons les GAFA, on a les Google, Facebook, Amazon et autres, qui ont des services qui sont disponibles sous IPv4 et IPv6. Donc aujourd'hui, lorsque vous avez Facebook, lorsque vous avez YouTube, vous pouvez vous connecter à ces services-là en utilisant IPv6. Lorsque tout à l'heure, je vous ai montré, je vous montre encore, le taux d'adoption d'Internet d'IPv6 dans le monde, vous regardez regardez les États-Unis, ils sont quasi prêts, l'Europe fait de bonnes choses, donc c'est que l'Afrique en reste. Donc aujourd'hui, si Facebook décide de ne plus maintenir IPv4, c'est l'Afrique qui perd, parce que c'est l'Afrique qui sera déconnectée des réseaux sociaux. Si Google fait de même, c'est l'Afrique qui ne pourra plus utiliser les moteurs de recherche Google. YouTube fait de même, pareil, etc., etc. Donc, nous devons d'être prêts, puisque nous sommes consommateurs de contenu, à embrasser les changements qui pourraient arriver. Vous vous rappelez, dans la transformation digitale, insérer des mécaniques numériques pour faire face aux changements qui pourraient arriver dans l'écosystème dans lequel nous vivons. Et puis, mais il ne faut pas se limiter à être consommateur de contenu. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de développer des protocoles, des services sur IPv6, contrairement à IPv4. IPv4, on a dit, Internet a été créé, IPv4 a été normalisé en 1981. Et en 1981, l'Afrique n'était pas très connectée. Donc, on comprend, on peut excuser, on peut dire que l'Afrique n'était pas prête lorsqu'on déployait, lorsqu'on parlait d'IPv4. Et IPv6 a été normalisé en 1998. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'était pas prêt. Donc aujourd'hui, on n'a pas d'excuses. Donc nous devons passer de consommateurs de contenu à créateurs de contenu. Donc aujourd'hui, Afrinic Internet Society font un grand travail en ce sens. Nous sommes en train de travailler pour proposer très bientôt avec Internet Society à toute la communauté africaine un groupe de travail qui parlera de standards d'Internet. Nous sommes en train d'activement travailler là-dessus pour qu'on aide les communautés africaines à développer leurs standards en se basant sur IPv6 qui est là, qui est connu de tous, et toutes les autres technologies standards qui sont mises à notre disposition aussi. Donc, c'est ce que je voulais dire pour IP, pour les ressources Internet. Donc, ce qui est important de savoir là, c'est qu'aujourd'hui, où nous parlons, Afrinic n'a que 1 million 600 000 adresses disponibles pour toute l'Afrique. C'est très peu. Donc aujourd'hui, Afrinic est très prudent dans la manière dont elle donne des adresses à ses membres. Et la deuxième chose à savoir, c'est que nous ne pouvons pas parler de transformation digitale si nous n'avons pas d'adresse IP pour pouvoir connecter nos différents services, nos différents serveurs, ordinateurs, tablettes, etc., etc., à un réseau IP. Donc, c'est très important de savoir que la transformation digitale ne peut pas se faire sans que vous ayez des adresses IP pour connecter vos ordinateurs, pour connecter vos services Internet. Maintenant, je vais parler un peu d'Afrinic et les services qu'Afrinic propose à la communauté pour les accompagner dans le déploiement d'IPv6, pour les accompagner dans le développement d'Internet. Je vais le faire assez rapidement pour qu'on ait du temps pour les questions. Je l'ai dit qu'Afrinic a été créé en 2005. C'est un organisme non lucratif dont la gestion des ressources se fait dans la région Afrique. Donc, vous ne pouvez pas utiliser les ressources Afrique d'une entreprise qui n'est pas en Afrique parce que ces ressources ont été allouées à Afrinic pour qu'Afrinic puisse les gérer pour l'Afrique. Nous avons un peu plus de 45 staff et nous avons autour de 1800 membres qui sont à Afrinic. Alors, Afrinic est géré par un conseil d'administration qui a 9 membres. Donc, chaque membre du conseil d'administration représente une région, à l'exception des trois derniers sièges. Donc, nous avons le dernier siège qu'on appelle le siège numéro 9, qui est dédié au directeur général. Et nous avons 2 autres sièges qui sont dédiés à des candidats qui ne doivent pas être forcément dans l'une des 6 régions d'Afrique. Donc, Afrinic a 6 régions, le Nord, l'Ouest, l'Océan Indien, l'Afrique centrale, l'Afrique du Sud, l'Afrique Sud, pas l'Afrique du Sud en tant que pays, hein. Voilà, l'Afrique, toute la partie sud de l'Afrique, si vous voulez. Et puis, on a l'Afrique de l'Est. Donc, c'est les 6 régions d'Afrique
Et ensuite, chaque conseil d'administration est élu par les membres d'Afrinik. Donc, vous avez vu qu'Afrinik a 1800 membres. Donc, c'est ces membres-là qui vont choisir les différents membres du conseil d'administration d'Afrinik. Et ensuite, le conseil d'administration d'Afrinik va recruter le directeur général et le directeur général va signer mon contrat. Maintenant, lorsque Afrinik doit organiser une élection, le directeur général demande à ce que son staff puisse constituer un comité qui va aider à l'organisation administrative de ces élections. Ensuite, la communauté va désigner des personnes pour chercher les candidats potentiels. Voilà, donc c'est un peu le nomination committee. Son rôle, c'est de chercher les candidats potentiels pour les différentes élections qu'Afrinik organise. Donc, c'est un peu comme ça qu'Afrinik est géré. Et Afrinik a 3 types de membres. Donc, Afrinik est géré par un conseil d'administration, comme j'ai vu. Et puis, vous avez vu qu'autour du conseil d'administration, on a des petits groupes de travail qui sont là pour aider Afrinik. Mais Afrinik a ses membres. On a des membres de ressources. Ces membres de ressources-là, ils signent un contrat avec Afrinik. Et dans ce contrat, ils disent à Afrinik comment ils comptent utiliser les adresses qu'Afrinik va mettre à leur disposition. Parce que rappelez-vous que ces adresses, on parle d'allouer, on les donne à un membre pour les utiliser, mais ces adresses-là appartiennent à la communauté africaine tout entière. Elles n'appartiennent pas à ce membre-là. Donc, ce n'est pas une propriété privée. Lorsque vous utilisez des adresses IP d'Afrinik, vous les utilisez tant que vous respectez les clauses du contrat que vous avez signé avec Afrinik. Voilà. Lorsque vous signez le contrat avec Afrinik, vous dites pourquoi vous voulez utiliser ces ressources-là et les ressources vous sont allouées pour ces besoins-là. Donc, ces membres de ressources sont principalement les banques, les universités, les fournisseurs de services Internet, les services mobiles. Et ensuite, on a les membres inscrits. Les membres inscrits, c'est les membres du conseil d'administration et le directeur général. Ensuite, on a les membres associés. Les membres associés, c'est tout individu ou entreprise qui aimerait soutenir les efforts d'Afrinik dans le développement d'Internet en Afrique. Donc, comme membres associés, nous avons des organismes aussi qui sont membres associés. Voilà. Donc, vous pouvez, en tant qu'organisation, devenir membre associé d'Afrinik. Ensuite, Afrinik a aussi sa communauté. Alors, la communauté d'Afrinik ne se restreint pas qu'aux membres d'Afrinik. Alors, la communauté d'Afrinik est ouverte. Vous pouvez être en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Italie, partout, et participer aux échanges que Afrinik a avec sa communauté. Donc, la communauté n'est pas restreinte à l'Afrique. Vous pouvez aussi participer à cette communauté-là. Donc, aujourd'hui, en tant que membre d'Afrinik, en tant que membre de la communauté d'Afrinik, je partage aussi aux échanges qui ont lieu dans les autres communautés. Elles sont aussi ouvertes. Et c'est intéressant parce que le travail que fait cette communauté est formidable parce que c'est elle qui, vous rappelez, a demandé à Afrinik de créer le Soft Landing Policy, le Soft Landing Policy 1 et le Soft Landing Policy 2. C'est cette communauté-là qui a créé ces différentes règles et a essayé de peaufiner cela et a demandé à Afrinik maintenant d'appliquer, d'utiliser ces règles-là pour gérer les ressources. Donc, c'est un peu la force de cette communauté-là. Elle est assez forte. Elle crée les règles qu'Afrinik You utilise pour gérer ses ressources. Alors, Afrinik aussi organise ce que nous appelons les community meetings. Alors, Afrinik doit organiser au moins une réunion par an. Donc, on a l'Assemblée générale des membres. Elle doit organiser au moins une seule réunion par an. Et puis, on a aussi où on parle de politique, où on parle de règles, les propositions que la communauté a faites sur comment gérer les ressources sont discutées à ces régions d'Afrique. Donc, il faut faire au moins une réunion. Alors, la première réunion a eu lieu en mai dernier et la deuxième réunion aura probablement lieu, si possible, en novembre. Mais Afrinik est tenu de faire au moins une réunion. Donc, Afrinik a déjà respecté l'engagement qu'elle a pris avec la communauté. Nous avons ici le groupe de travail qui crée les politiques d'Afrinik. Donc, je vais vous partager le slide, donc vous pouvez regarder et puis revenir poser vos questions là-dessus. Donc, ce groupe de travail a 2 présidents. Et puis, voilà, ils travaillent, on a des propositions qui sont données par la communauté. Et puis, ce groupe de travail essaie de débattre, de discuter. Et tout cela se fait sur les listes de diffusion d'Afrinik. Donc, pour ceux qui ne sont pas encore sur les listes, je vous encourage à y être. Je vais vous parler maintenant des initiatives qu'Afrinik fait pour la communauté. Donc, nous avons ce que nous appelons le programme de fellowship, où Afrinik donne des bourses à des individus pour venir à nos réunions publiques. On les paye le billet d'avion et tout. Afrinik aussi a un autre programme qui s'appelle le FIRE Programme, où Afrinik donne de financement
à des Africains qui ont un projet et qui souhaitent mener ce projet à bien, mais qui ont besoin d'argent et de l'expertise pour comment réaliser un projet, on le fait. On a aussi le projet qu'on appelle Community Reunite, où on va vers notre communauté, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Nous partons vers notre communauté, nous parlons avec notre communauté. Nous avons des programmes où nous appelons des personnes dans la communauté et nous discutons avec ces personnes pour pouvoir améliorer. On a une réunion publique dont j'ai parlé, et puis on a des formations, des programmes de formation aussi que nous initions. Donc, ça, c'est au niveau du community development, le développement communautaire. On a ces projets-là. Aussi, je vous ai dit qu'Afrique tient à soutenir les gouvernements. Donc, on a un groupe de travail spécifique à nos gouvernements. Et le but ici, c'est d'échanger avec nos gouvernements. Vous savez, en général, les gouvernements n'aiment pas exposer leurs problèmes à tout le monde. Donc, on a créé ce groupe de travail où Afrique parle directement avec le gouvernement. Et puis, on explique. On a parlé beaucoup de tennis shutdown en Afrique. Je vous rassure qu'Afrique a parlé au gouvernement et a écouté les gouvernements. Et donc, vous voyez, c'est une plateforme qui est vraiment intéressante. Et sur cette plateforme, nous travaillons à ce que Internet puisse être pas interrompu, plus interrompu en Afrique. Nous parlons au gouvernement, nous apportons de l'aide aussi à comment faire ça. Alors, nous avons aussi, dans le but d'améliorer les services que nous donnons à nos membres, nous signons des conventions avec des organismes. Donc, nous avons des conventions avec Smart Africa, on a des conventions avec Internet Society, on a des conventions avec l'Union internationale des télécoms, etc., etc. Donc, ça, c'est le but, dans le but de s'assurer que Afrique tienne compte de tout l'écosystème africain, de tout l'écosystème mondial et de tous ceux qui aident à développer Internet en Afrique. Afrique va vers ces personnes, va vers ces organisations-là et essaie ensemble de joindre les efforts pour développer Internet en Afrique. Pour ce qui concerne la recherche, si vous êtes un étudiant, que vous êtes dans cette salle, que vous avez des projets de recherche qui tombent dans ces différents points, vous pouvez contacter Afrinic au travers des projets suivants. Donc, on a le projet HAC. Le projet HAC, c'est un projet où Afrinic prend des stagiaires qui sont en fin de cycle et qui développent leur mémoire de fin de cycle sur ces différents thèmes que j'ai donnés pour aider la communauté à améliorer Internet. Donc, actuellement, nous avons un gros projet qui est le M, donc dans lequel on est en train de travailler avec différentes universités africaines pour mettre à disposition de l'Afrique un portail qui va donner les habitudes d'Internet de chaque pays. Donc, quand vous allez sur ce portail, que vous cliquez sur Nigeria, par exemple, vous pouvez voir les statistiques sur quelle est la bande passante utilisée par le Nigeria l'année dernière ou l'année en cours. Est-ce qu'il utilise IPv6? À quelle proportion IPv4? À quelle proportion? Combien de réseaux? Etc. Quels sont les sites web qui sont le plus visités? Donc, nous travaillons aussi à mettre en place cette plateforme-là. Et puis, nous avons le projet Fire Africa dont je vais parler qui aide financièrement les petits projets à aller à la fin. Nous avons aussi le projet au niveau du développement des capacités. Nous avons maintenant un site web academy.afrinic.net où vous avez des cours en ligne. Si vous voulez évoluer en IPv6, si vous voulez certifier votre connaissance en IPv6, nous avons cette plateforme-là aussi développée par nous, Afrinic. Vous voir passer votre certificat en IPv6. Et puis, nous organisons des webinaires régulièrement. Donc, si vous allez sur cette page-là, vous allez voir un peu les prochains webinaires qui sont prévus. Et c'est vraiment important pour vous de savoir un peu ce qu'Afrinic fait pour la communauté. Ensuite, on a d'autres initiatives qui sont très importantes où je souhaiterais appeler aussi nos membres qui sont présents, ceux qui sont présents à regarder de très près. Aujourd'hui, si vous avez envie de déployer IPv6, si vous avez envie de déployer IPv6, que vous avez du mal à le faire, Afrinic vous accompagne gratuitement. À condition que vous soyez membre d'Afrinic, Afrinic vous accompagne gratuitement à déployer IPv6. Et Afrinic aussi vous aide à déployer IPv6 à distance. C'est-à-dire vous avez votre réseau, vous avez commencé à déployer IPv6, vous avez eu des difficultés. Afrinic peut vous accompagner à le faire à distance, on vous donner les bonnes pratiques, etc. Donc, c'est des initiatives que nous avons là pour nos gouvernements et nos différents membres. Et je vous invite vraiment à suivre, à rentrer en contact avec Afrinic pour pouvoir bénéficier de ces services que nous offrons.
Merci pour votre attention et je maintenant donne le floor aux organisateurs pour prendre des questions s'il y en a. Okay, Joshua, now you have the floor to take questions if you have any, and if you have some comments and so on. If the participants. Thank you so much, Ryan. Sorry, thank you so much. Okay, I think that's all for